Mesdames, Messieurs, bonjour. Les Béninois semblent retenir leur souffle après les derniers soulèvements qui ont dégénéré dans certaines localités. Expression de certaines populations n'approuvant pas la non-conformité opposée à certains partis politiques, essentiellement de l'opposition, présage de leur exclusion des prochaines législatives. Le ministre de l'Intérieur, signataire du document, l'a fait au nom de la loi. C'est au nom de cette même loi que les partis rejetés disent contester la légalité de cette exigence qui leur est désormais faite pour participer à la compétition. Ce n'est que là l'une des nombreuses formes de discorde qui opposent gouvernement, partis politiques, surtout de l'opposition, et Cour constitutionnelle. Mais faut-il ajouter l'Assemblée nationale, elle qui a accouché de ces lois à polémique? Au nom de ces lois, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étudie actuellement les dossiers de candidature déposés par cette partie qui ont tenu à faire le pas. Encore quelques jours, et elle, la Sénat, nous situera. Son calendrier électoral se poursuivra-t-il inexorablement pour la destination 28 avril? Nous sommes embarqués dans un spectacle qui peut nous réserver des coups de théâtre. Et parlant de spectacle, il y a des personnes averties qui, du lot des spectateurs, observent les différents acteurs et ont leur avis sur l'authenticité, la véracité des actes que pose chacun. Je reçois l'une de ces personnes ce matin, professeur Barnabé Georges Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes professeur de droit, Oui. vous êtes praticien avocat, vous êtes ancien douanier de la FADESP, la faculté des droits et des sciences politiques. C'est avec vous que nous allons scruter ce paysage non pas politique, mais de lois votées, de lois appliquées par différentes institutions et qui n'est pas toujours, cette application qui n'est pas toujours appréciée par chacun, selon le camp dans lequel on se trouve. Et quand vous observez tout ce tiraillement autour de la loi entre partis politiques, institutions, qu'est-ce que ça suggère? Est-ce déjà que ces lois sont mal pensées, mal conçues dès le départ, ou est-ce des acteurs qui se battent, qui cherchent à voir midi à leur porte selon leur centre d'intérêt? À votre avis? Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et la question, effectivement, vaut le coup d'être posée. Alors, vous savez, il y a la loi, mais il y a l'esprit des lois. D'ailleurs, Montesquieu, dans son fameux ouvrage qu'il a titré L'esprit des lois, expliquait cela très bien, de très belle manière. La loi est faite pour les hommes et non les hommes pour la loi. Alors, vous savez, dans les pays qui se respectent, lorsque nous sommes dans une crise comme celle-ci, on interroge les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si à notre Assemblée nationale, il y a eu des débats pour pouvoir voir quelle était l'intention du législateur. Évidemment, c'est clair que nous sommes dans un pays démocratique. L'opposition doit exister. Alors, je ne crois pas, à moins que ce soit de la ruse, je ne crois pas que le législateur ait eu l'intention de créer une loi pour exclure l'opposition dans un pays démocratique. Alors, soit nous sommes démocratiques ou nous ne le sommes pas. Si c'est un pays démocratique, on ne peut pas exclure l'opposition. Donc, l'intention du législateur ne peut pas être d'exclure les partis de l'opposition. Cela étant, les débats à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y en a eu pour qu'on puisse voir effectivement l'intention? Qu'est-ce qui les a opposés? Malheureusement, comme vous le savez, cette 7e législature, elle vote les lois sans réflexion et même... On vous dira qu'il y a eu plénière et que les députés sont intervenus pour donner leurs avis. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un débat? Est-ce que ce débat, à partir de ce débat, on peut savoir ce que le législateur a voulu? Je crois que c'est faible. Là, eux-mêmes, il paraît qu'ils vont même voir la Sénat. Le législateur a voulu, par exemple, qu'on n'ait plus des partis politiques de quartier, qu'on ne se contente pas d'avoir des voix dans un arrondissement, dans une circonscription électorale, pour prétendre aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Il faut avoir une assise nationale, d'où 10% à avoir au plan national, avant de se voir être éligible au partage de sièges, entre autres. Oui, je crois que ça a été toujours
la préoccupation de tout législateur, c'est qu'on n'est pas des partis de quartier, comme vous dites, et que ces partis-là puissent... Lorsque vous lisez la Constitution, c'est ce qu'on comprend. Lorsque vous lisez les chartes des partis, c'est bien sûr cela. Mais de là à vouloir exclure tous les partis, et ce qui est bizarre, c'est que tous les partis, aucun parti n'a boycotté justement la loi. Tous les partis, opposition ou non, se sont conformés à cela. Et c'est de l'autre côté maintenant qu'on vient dire non, vous n'avez pas ceci, il y a un certificat de conformité, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Alors là, on se pose la question, est-ce que l'intention du législateur, c'est vraiment d'aller à l'élection législative avec tous les partis, ou bien c'est seulement par ruse d'exclure certains partis? Alors là, c'est extrêmement grave. On dira a priori, non, professeur, que l'intention du législateur n'est pas d'exclure les partis de l'opposition, parce que quand le législateur votait la loi, il ne savait pas qui se retrouverait dans tel cas ou dans tel autre. Bon, pourquoi pas? On ne peut pas dire que, a priori, que la loi a été votée pour exclure des partis. Mais à la pratique, c'est ce qu'on constate. Et nous avons très peu de jours devant nous. Je crois que c'est 6 mois, on avait dit, à partir de la promulgation de la loi, et nous sommes à quelques jours. Une dizaine de jours peut-être, un peu plus peut-être, un peu plus, un peu moins. Alors, je ne crois pas que nous avons laissé la situation pourrir. Si on la laisse pourrir, alors là, je crois que ce serait la catastrophe, ce serait le chaos, ce serait la dictature. Alors que nous, ce que nous voulons depuis 1990, depuis la conférence nationale des forces de la nation, nous voulons la démocratie. Et tous nos tests le disent, que la République, l'action républicaine, la démocratie, etc., que ce soit dans le préambule de la Constitution, que ce soit même dans les lignes de la Constitution. C'est pourquoi je parle de l'esprit de la loi. Quel est l'esprit de nos tests? L'esprit de nos tests, c'est d'avoir une démocratie. Alors, donc, si les tests, dans leur application, ne vont pas vers cet esprit, alors là, comme dit l'autre, il vaut mieux que l'État périsse plutôt que les principes, enfin, périsse plutôt que l'État périsse, plutôt que les principes périssent. Et ces principes-là, c'est l'intention du législateur, c'est la démocratie, c'est la République. Si ça doit périr, si ces principes doivent périr, plutôt que l'État périsse. C'est cela. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les tests sont votés dans tel ou tel sens. Nous savons que nous avons des principes, et ces principes-là sont démocratiques, ces principes sont républicains, et évidemment, nous ne pouvons que nous guider, ces principes ne peuvent que nous guider. Donc, je ne crois pas. Alors, il y a aussi un petit problème. Il ne s'agit pas de dire les tests, et les interpréter à la virgule près, etc. Ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux de vouloir s'accrocher aux tests. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. S'ils ont été votés, c'est pour qu'ils soient respectés, non, ces tests? Tout à fait, mais pas, je ne sais pas de façon inintelligente. Les tests doivent être respectés intelligemment. C'est pourquoi on cherche l'intention du législateur. Et on interroge les principes de tous nos tests, les tests fondamentaux de la Constitution et autres. Quels sont leurs principes? Quels sont les principes qui sont tout le temps affirmés, réaffirmés, et que nous avons toujours continué depuis 1990 à appliquer? Ces principes-là, est-ce qu'ils sont dans ces tests-là? Alors, si on n'arrive pas à interpréter les tests, alors que ces principes-là nous guident. Et l'un de ces principes, j'insiste là-dessus, c'est la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. On ne peut pas aller aux élections sans les partis d'opposition. Et ils n'ont qu'à tout faire pour les quelques jours qui arrivent pour rectifier leur façon d'interpréter les tests. Ils ne peuvent pas interpréter les tests. Je vais vous dire quelque chose. La première fois que je suis allé au cours en France, j'ai commencé par expliquer le test comme si le test, on doit l'expliquer mot par mot. Alors là, le professeur m'a regardé et me dit, écoutez, c'était même une dame, elle me dit, écoutez, monsieur, c'est comme ça que vous comprenez les tests? Non. Vous pensez qu'il s'agit seulement de nous faire l'exégèse des tests, mot par mot, et dire que c'est ça? Non, ce n'est pas cela. Vous vous trompez très bien, parce que vous vous trompez largement, parce que les tests sont faits dans une certaine intention. Quand vous n'arrivez plus, quand vous n'êtes plus sûr de ce que vous dites, allez rechercher l'intention du législateur. Allez fouiller les principes, n'est-ce pas, les principes cardinaux qui guident ces tests-là. Et souvent, ces principes sont affirmés au début.
C'est ça la Constitution. C'est les principes de notre Constitution. C'est le préambule de notre Constitution. Alors, interrogeons le préambule de la Constitution du Bénin. Et voyons si l'interprétation que les gens donnent, certains donnent, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur par exemple, est-ce que cette interprétation est conforme aux principes constitutionnels? Non. Nous sommes dans une démocratie et l'opposition doit aller aux élections dans une démocratie. Sinon, c'est de la dictature. Sinon, je crois que c'est le désordre qu'on est en train... Selon ce que vous expliquez, professeur Gbagbo, c'est-à-dire que actuellement, puisque nous sommes dans une situation où, à la Sénat, en tout cas, il y a un parti de l'opposition qui a pu déposer, il y a d'autres partis de l'opposition qui n'ont pas pu déposer leur dossier, réclament donc qu'on rouvre donc les portes de la Sénat pour leur permettre d'aller déposer sans ce fameux document dont nous allons parler tout à l'heure. Quand on constate cela, on doit pouvoir arrêter le calendrier électoral et rouvrir pour que l'ensemble des composantes de la classe politique de l'opposition du Bénin prennent part à la compétition. Et c'est ça l'esprit des tests. Ah mais oui, de façon intelligente, c'est comme ça qu'il faut comprendre les tests. Alors, sauf si on veut être, je sais pas, on s'entête pour comprendre les tests comme des gens, comme des idiots. Ils ne sont pas des idiots au Bénin. Voilà, c'est cela. Le président de la République oppose aux partis de l'opposition, par exemple, qu'ils ne se sont pas conformés à la loi. Et je le disais en introduction, c'est au nom de cette loi que agit chacun, qu'on soit de l'opposition, de la mouvance, qu'on soit gouvernement, qu'on soit cour constitutionnelle ou pas. Et puis, est-ce qu'il faut, en poursuivant ce principe dont vous parlez, arrêter donc la loi qu'il ne faudrait pas interpréter mot après mot? Est-ce qu'il faut surseoir cette loi pour dire, bon, allez, moi, je ne sais pas ce que la Sénat va faire, mais ce que moi je sais, à ma modeste place, c'est que l'article 56, par exemple, parle des dispositions transitoires. Et justement, là, on dit que les partis qui existaient avant, les partis politiques dûment enregistrés, continuent d'exister. Nonobstant les dispositions du titre 2, chapitre 1er de la présente loi. Ils disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Alors, 6 mois. Est-ce que nous sommes au bout des 6 mois? Non. C'est à la Sénat de savoir comment faire pour qu'au bout des 6 mois, tous ces partis-là qui n'ont pas boycotté, j'insiste, tous ces partis sont de bonne foi. Tous ces partis ont tout fait pour déposer, pour se conformer au test. Alors maintenant, si les gens de la Sénat ou autres comprennent autrement les tests, ça fait leur problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi même dit qu'ils ont 6 mois, ces partis ont 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Nous avons encore quelques jours pour que les 6 mois finissent. Là où nous sommes ne sont pas encore, c'est pas encore fort clos. Donc c'est à eux d'ouvrir les bras pour accueillir les partis qui existaient déjà. C'est ça le problème, c'est des partis qui existaient déjà, qui avaient déjà un statut juridique. Alors, vous n'allez pas prononcer leur mot comme ça parce que pour un bon vouloir. Non. Vous devez vous conformer au test. Je vous rappelle, professeur Gbagbo, cette autre décision de la Cour constitutionnelle saisie par des citoyens béninois pour demander à ce qu'on déclare l'appel du président de la République, le décret pris, convoquant le corps électoral comme la Constitution, parce que ne tenant pas compte de ces 6 mois. La Cour constitutionnelle qui s'est prononcée, qui a dit que les partis qui ne se seront pas conformés, qui ne seraient pas mis en conformité à la date du 28 avril, ne participeront pas aux législatives. C'est également un texte. Les partis se sont conformés. En tout cas, les partis ont manifesté la volonté. Ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Non, ces partis n'ont pas du tout boycotté. Et la Cour constitutionnelle a ajouté un certificat de mise en conformité que les partis doivent déposer. Oui, vous savez, ça, la Cour constitutionnelle dit ce qu'elle veut. Vous savez, comme disait l'autre, c'est la Cour des miracles parfois. Si elle veut être Cour des miracles, elle continue pas à être Cour des miracles. Mais si elle veut être une Cour sérieuse, elle est une Cour sérieuse. Vous savez, c'est cela. L'interprétation de la Cour constitutionnelle, bon, ça va dans un sens comme dans l'autre. Selon ce que vous soyez plus proche de pouvoir politique, vous allez dans le sens qui est favorable. Alors que ce qui nous concerne, nous, c'est l'intérêt général. En matière politique, notre boussole doit être l'intérêt général. Quel est l'intérêt général ici? Est-ce le fait de laisser les partis de l'opposition, n'est-ce pas, dans le décor? C'est ça l'intérêt général? Vraiment? Alors la Cour constitutionnelle doit savoir aussi qu'elle fait partie. C'est elle d'ailleurs qui doit réguler les institutions. Alors si elle commence par mettre du désordre dans le pays, c'est responsable, n'est-ce pas, de ce qui adviendrait dans le pays. Non, je ne crois pas que ça soit une bonne lecture de la Constitution.
Le préambule de la Constitution est clair. Et ce qui me gêne, c'est que tous ces partis-là, aucun n'a boycotté les nouveaux tests. Tous ces partis ont essayé de se conformer à ces nouveaux tests. Tous ces partis se sont présentés à la Sénat pour pouvoir se conformer. Alors, c'est surprenant qu'on leur dise, voilà, il manque telle pièce, il manque telle autre, et de l'autre côté, il manque rien, tout est OK. Non, c'est pas normal. La Commission électorale nationale autonome a-t-elle tort, professeur Bago, d'exiger aux partis politiques, comme l'a mentionné la Cour constitutionnelle, que ces partis politiques puissent joindre à leur pièce à fournir pour le dépôt des candidatures ce fameux certificat de conformité? A-t-elle tort, la Sénat, que les gens tiennent tellement... Et là, la pièce, j'étais en train de consulter l'article 46 du Code électoral qui statue sur les pièces à fournir et qui n'avait pas prévu justement ce fameux certificat de mise en conformité. Vous parlez d'un texte que vous voulez évoquer. Oui, non, je parle moi de l'article 19 justement de la charte des partis qui dit presque la même chose, mais qui dit que dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et à toute enquête nécessaire au contrôle de conformité à la loi du dossier de déclaration administrative de constitution. Alors là, on ne parle pas de certificat de conformité, on parle de récépissé provisoire. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors que la Cour constitutionnelle maintenant transforme le récépissé provisoire en certificat de conformité, c'est son problème, c'est sa responsabilité. Le texte même dit récépissé provisoire. C'est ce que moi je lis en tout cas dans les tests. Je ne vois pas effectivement un certificat de conformité. Alors, si la Cour constitutionnelle veut aller plus loin que les tests, bon, elle n'a qu'à le dire, mais elle, son rôle, c'est d'interpréter la Constitution, c'est d'interpréter les lois. Or, les lois qui sont contraires à la Constitution. Or, ici, il n'y a rien de contraire à la Constitution. On a parlé d'un certificat de conformité, d'un récépissé provisoire. Alors qu'elle transforme, elle, en certificat de conformité. Ça fait son problème, la Cour constitutionnelle. Ça fait son problème, et ça dit que la Sénat peut passer outre et dire... En principe, oui. On a parlé de récépissé provisoire. La Sénat leur délivre un récépissé provisoire après une enquête nécessaire, etc., au contrôle de conformité à la loi. C'est tout. Il n'y a pas de certificat. Il y a un récépissé que le ministère de l'Intérieur, enfin c'est ça, c'est le ministre chargé de l'Intérieur, délivre au parti. Alors, si quelqu'un a pu avoir ce récépissé provisoire, bon, c'est fini, il a passé le Rubicon. Alors, mais si le récépissé n'est pas donné, il faudrait savoir pourquoi. Et maintenant, se battre, nous avons encore quelques jours, se battre pour que ce récépissé provisoire leur soit délivré. Nulle part, il n'est question de certificat de conformité. Alors, si la Cour constitutionnelle veut user de ruses, de je ne sais quoi, bon, ça fait son problème. On n'est pas obligé de la suivre. C'est le professeur de droit qui parle. Oui, c'est le professeur de droit qui parle. Parce que ceux qui écoutent peuvent dire que cette affirmation vous rapprocherait d'un camp. Non, pas d'un camp. Je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas, pour l'instant, en tout cas, je ne suis affilié à aucun parti politique. Et donc, je sais que je suis libre. Je peux dire ce que je veux librement. On peut vous dire que le récépissé provisoire, c'est pour les partis qui sont en constitution. Et que là, nous avons des partis qui étaient déjà constitués et qui sont en train de rentrer dans un autre régime qu'institue la nouvelle charte des partis politiques. On ne dispose pas là où la loi ne dispose pas. Vous savez, la loi était claire, il n'y a pas d'interprétation, autre interprétation que celle-là. L'article 21, d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Le ministère de l'Intérieur procède à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés, ceux qui n'ont pas pu le faire. 2 mois, etc., etc. Donc, le texte est clair. Relisez l'article 21. Relisons l'article 21. Parlons de non-conformité, justement. Le ministère en a délivré aux partis après étude des dossiers et a dit, bon, oui, il y a une première remarque qui avait été faite à ces partis politiques pour qu'ils corrigent les irrégularités. Tout à fait. Et une deuxième fois, dans un courrier en date du 20, le ministre de l'Intérieur a fini par notifier qu'il n'était pas conforme, ces partis, parce qu'il y a des choses qui manquent, qu'on passe d'un parti à un autre, quelqu'un qui n'aurait pas signé le règlement, fait signer le règlement intérieur par tous les membres. Dans un autre parti, c'est que le président d'honneur a été condamné à une peine infamante et tout. Le ministre de l'Intérieur n'est-il pas dans son rôle en disant vous n'êtes pas conforme parce que les textes que vous avez déposés à mon cabinet ne respectent pas ce que... Vous savez, lorsqu'on parle de peine infamante,
D'abord, c'est des vieux termes qu'on n'utilise même plus. Aujourd'hui, on parle de peine correctionnelle ou bien de peine criminelle. Et alors, donc là, je me demande sur quoi se fonde le ministre de l'Intérieur. Il se fonde sur quoi? Sur le casier judiciaire, l'extrait du casier judiciaire des candidats en question? Alors, moi, j'aurais appris, et je suis sûr que ce n'est pas faux, que l'extrait du casier judiciaire, en tout cas, qui a été produit, ne donne aucune peine infamante et autres. Alors, je ne vois pas où est-ce que lui va trouver cela. Alors, faisons attention, nous sommes en droit. Lorsque les pièces de l'article 46, n'est-ce pas, de la loi, parlent, etc., de bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Lorsque vous fournissez ce bulletin numéro 3, et qu'il n'y a pas de peine infamante, rien du tout marqué sur ce casier judiciaire, je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Intérieur parle de peine infamante, etc., etc. Il n'a qu'à se conformer aux pièces. Vous ne pouvez pas avoir des pièces et aller trouver autre chose ailleurs. Alors ça, on ne fait plus du droit, on fait de la politique ou je ne sais pas quoi. Non, le ministre de l'Intérieur n'a pas à s'immiscer, n'est-ce pas, dans les arcanes judiciaires pour dire voilà, tel non. Il y a un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois qui figure au dossier. Il voit qu'il n'y a aucune trace de peine là-dessus, alors il ne peut pas savoir pourquoi. C'est pas à lui d'aller, n'est-ce pas, fouiller dans les décombres, je ne sais pas quoi, de la justice pour dire voilà, tel, non. Pas du tout. Moi, je crois qu'il n'y a même pas de débat à ce niveau. Le problème, c'est que le casier judiciaire est fourni. Alors, est-ce qu'il y a eu une peine sur le casier judiciaire? Non. Pour l'instant, il est vierge. Alors, vous voyez, c'est ça la politique. Le droit et la politique, c'est pas la même chose. C'est vrai que parfois, il y a une intersection entre les deux. Mais on fait du droit ou on fait de la politique. Le ministre de l'Intérieur fait de la politique. Et pourtant, il dit qu'il fait du droit, il dit qu'ils n'ont pas respecté les tests. Les tests ont été respectés. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire est fourni. Il se tient à cela, uniquement à cela. Voilà. Maintenant, s'il pense que c'est une fraude, etc., il n'a qu'à saisir la justice pour cela. Parce que ce n'était pas déjà prévisible quand on confère à une autorité ministérielle appartenant à un gouvernement qui pourrait se retrouver en position de juge et partie. Voilà. Quand on se retrouve dans cette position, c'est cette personne qui doit délivrer un papier, un quitus oui, c'est cela. À des acteurs pouvant se retrouver demain être ses adversaires potentiels. Est-ce que ce n'est pas déjà prévisible à partir de ce moment? Tout à fait, vous avez raison. Ceux qui parlent de respect, de non-respect de la loi, c'est eux d'abord qui doivent respecter la loi. Si vous êtes, n'est-ce pas, ministre chargé de l'Intérieur et que vous-même, on vous interdit, n'est-ce pas, l'appartenance à un parti politique et vous êtes quand même dans le bureau politique d'un parti, vous ne pouvez pas revenir. Comme vous dites, vous ne pouvez pas être juge et parti. On ne peut pas faire la morale aux autres alors que soi-même, on n'est pas propre. Il faut se regarder soi-même. Alors donc, les tests interdisent justement à ce ministre-là, en tout cas aux agents publics, de faire partie, en tout cas qui sont concernés par les élections, de faire partie d'être membre d'un parti politique. Ils le sont. Alors vous comprenez que ce qu'ils racontent, ça ne peut pas être... Dans des pays qui se respectent, on ne peut pas accepter cela. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons la paix. Et comme nos devanciers, ceux de la conférence nationale, nous l'ont dit, il faut la paix, la paix, la paix. Donc cela, nous sommes obligés peut-être d'avoir un profil bas, nous autres, je veux dire, ceux qui déposent les pièces. Mais il faudrait que de l'autre côté aussi, on se regarde pour dire, mais est-ce que moi, je dois faire ci ou ça? Non, on ne peut pas être à la fois juge et parti. Et c'est ce qui se passe actuellement au Bénin. Voilà, donc le pays que nous sommes donneurs de leçons aux autres pays, je crois que cela s'effrite. Ce mythe, c'est dommage, ce mythe du pays, n'est-ce pas, démocratique, modèle démocratique en Afrique, ce mythe s'effrite. Et j'ai peur qu'il nous reste quelques jours seulement pour que ce mythe tombe complètement. Nous avons à peine une dizaine de jours pour que ce mythe, n'est-ce pas, soit conservé, ou bien ce mythe tombe. Et j'espère que ce mythe ne tombera pas. En tout cas, il appartient aux autorités, n'est-ce pas, de saisir la balle au bon, de faire ce que Kérékou a fait en 90 ou en 89. Il ne faut plus convoquer une conférence nationale, mais au moins d'user d'intelligence politique, puisqu'il s'agit des politiques, d'user d'intelligence politique pour conserver justement ce qui est notre, je dirais, notre trésor au Bénin.
Dans ce cas précis, professeur Bago, que Oui. devrait faire par exemple la Cour constitutionnelle si elle devrait désigner une autorité pour délivrer de pièces à des candidats dans ce contexte-là? Doit-elle trouver une autre instance vers laquelle orienter les acteurs politiques? Non, je crois que la loi a tout prévu, hein, que ce soit la charte des partis, hein, bien que ce soit des nouvelles lois qui Donc sont... si vous dites que la loi a tout prévu, cela veut dire que le problème ne se trouve pas dans la loi. Je crois bien, ni dans l'esprit des lois. Hein, Montesquieu, l'esprit des lois. La loi, d'accord, mais il y a l'esprit des lois. Il ne faut pas laisser partir l'esprit des lois. Hein, la loi a un esprit. La loi elle n'est pas sèche, n'est-ce pas, comme un arbre mort, non. La loi a un esprit, la loi se nourrit, n'est-ce pas, d'un terreau, elle a une sève, elle vit. Et c'est ça l'esprit des lois dont parlait Montesquieu. Ce sont les principes, n'est-ce pas, qui sous-tendent ces lois-là. Elles ne sont pas en l'air. Hein, parfois, vous voyez des tests, mais qui répondent, n'est-ce pas, à d'autres tests. Parce qu'avant de concocter ces tests, on a tenu compte, n'est-ce pas, du passé, on a tenu compte même de l'avenir du pays avant de les faire. Donc, ce que je dis, ce qui est important ici, c'est que en politique, il faut l'intérêt général. En politique, il faut l'intérêt national. Et c'est où cet intérêt-là? Est-ce que c'est l'intérêt d'un groupe contre un autre? Non, je ne crois pas. L'intérêt national. Depuis que le président Talon a été élu, il est le président de tous les Béninois. Il n'est pas le président d'une frange contre une autre, non. Et l'opposition aussi doit savoir qu'elle est là aussi pour insuffler, n'est-ce pas, une vie à la démocratie. Professeur, quand vous le dites, je vous écoute et je me demande quand vous retrouvez un professeur de droit à l'université ou à d'autres occasions, est-ce qu'il vous arrive d'opiner sur l'application des textes telle qu'elle est faite chez nous au Bénin? Est-ce un avis partagé, le vôtre? Je crois bien qu'il est partagé. Parce que lorsque j'écoute, par exemple, l'autre doyen, l'ancien doyen de la faculté de droit, Yvon Joël, par exemple, eh bien, il va même plus loin que moi, puisqu'il est publiciste. Il est publiciste, donc il est dans son domaine. Et lorsque les gens critiquent la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'y a pas eu de publiciste à l'intérieur, je crois que la critique là est fondée. Il faudrait quand même des professeurs publicistes à l'intérieur de la Cour constitutionnelle. Parce que là, lorsque vous avez que des gens, par exemple, qui sont praticiens ou bien qui sont privatistes, etc., mais il leur manque quand même quelque chose de solide qu'ils n'ont pas. Et lorsque j'entends le professeur Ivo parler, et je l'ai entendu parler une fois de Cour constitutionnelle qu'on a transformé en tribunal de première instance. Et je ne suis pas... Voilà, c'est cela. Donc, il ne dit pas autre chose. Au contraire, il va plus loin que mes paroles à moi. Alors, je crois qu'il y a un problème qui se pose au Bénin actuellement. La Cour constitutionnelle, évidemment, personne ne croit plus à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. De par sa composition, de par... ceux qui sont là-dedans, qui sont très proches, n'est-ce pas, du chef de l'État, etc. Il faudrait peut-être éviter cela. Il faudrait peut-être, si on doit changer la Constitution, je crois que c'est sous ces angles-là qu'il faut changer. Comment composer la Cour constitutionnelle pour que désormais on n'ait plus 100%, n'est-ce pas, des membres qui soient affiliés, pieds et poings liés, n'est-ce pas, au pouvoir, à l'exécutif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de la Cour constitutionnelle, justement, c'est de réguler nos institutions. Et c'est ça, nous sommes là, nous sommes dans une crise maintenant. Et c'est là où on attend que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, je ne dirais pas fasse des miracles, que c'est la Cour des miracles. Mais il faudrait que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, ait la sagesse, qu'ont eu les Cours constitutionnelles précédentes, ait eu cette sagesse-là, n'est-ce pas, de décanter la situation. Et non de venir encore empirer, de venir encore charger ce qui se passe. Au nom de quoi? Au nom de tes intérêts. Vous pensez qu'une Cour qui, au départ, a parlé de certificat de mise en conformité, par exemple, quand des parties dont les dossiers seraient rejetés après, auraient été rejetés après l'étude que la CEDA est en train de faire actuellement, quand les parties auront saisi cette même Cour pour défaut de certificat de mise en conformité, elle dira, bon, allez, oubliez le certificat. Ça m'étonnerait. Bien sûr qu'on l'a vu se dédire aussi, hein, vous savez, pour la criette, on l'a vu dire que c'est conforme et après... on dit encore qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Mais tout ça là, c'est possible. Mais soyons quand même intelligents, sachons raison garder. Cette Cour-là, ça n'inspire pas confiance. Surtout dans la situation où nous sommes, de crise, et elle risque de nous amener droit dans le mur, droit dans la guerre, droit dans l'affrontement. Et ça, nous ne voulons pas ça au Bénin.
nous avons encore quelques jours pour que la situation ne s'envenime pas au Bénin. Nous devons appliquer l'esprit des lois, les principes, n'est-ce pas, qui guident notre constitution pour pouvoir décanter cette situation. Je ne vois pas les partis de l'opposition, elles n'ont rien fait de mal, elles ont essayé de se conformer à cette nouvelle loi qu'on vient juste de leur appliquer. Enfin, en cours de situation, la loi arrive, mais elles ont fait ce qu'elles peuvent. Pensez-vous alors que ceux qui estiment que les partis de l'opposition, parce que dans l'imaginaire, dans la population, il y a certains qui disent que les partis politiques, c'est ce qui est renvoyé, ne veulent pas se conformer à la loi. Non, c'est pas vrai. Les dossiers qu'ils ont eu à déposer au ministère de l'Intérieur ne respectent pas ce que souhaite la loi. C'est pas vrai. Aucun parti, je ne crois pas, ne veut... Comment les gens veulent aller aux élections, mais les partis sont contents d'aller aux élections. Et d'ailleurs, ils le disent, pas de consultation sans l'opposition. Je ne sais plus dans quel journal j'ai lu la dernière fois. Pas de consultation sans l'opposition. Ça veut dire que l'opposition veut aller aux consultations. Mais évidemment, s'ils ont créé leur parti depuis longtemps, la plupart, ce n'est pas de nouveaux partis, c'est des partis qui existaient. Alors ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, pour des clubs. Non, ces partis veulent participer au pouvoir politique. Ces partis veulent avoir, n'est-ce pas, je dirais, elles veulent marquer, n'est-ce pas, leur passage. Et comment dire maintenant aujourd'hui qu'ils ne veulent pas non, ils veulent tous. Aucun, en tout cas, n'a boycotté, je dirais, la conformité, enfin de se mettre en conformité avec les nouvelles lois. Et ça, c'est déjà bien. Je crois que c'est déjà positif, c'est déjà un acquis pour ces partis-là. Parce que certains partis peuvent dire, mais non, nous, c'est en cours de route qu'on nous a dit ça, non, on ne veut pas, on boycotte, les lois sont mauvaises, les lois sont ceci. Aucun parti n'a dit cela. Tous les partis ont commencé par fournir les pièces, toutes les pièces, jusqu'au quitus fiscal des 3 dernières années. On va aborder le quitus fiscal tout à l'heure. Beaucoup interprètent cet acte du ministre de l'Intérieur qui a notifié en 2 temps des irrégularités au parti comme étant un acte motivé. Une première fois, il envoie des irrégularités que les partis s'empressent de corriger. Voilà. Et puis une deuxième fois, il notifie maintenant pour dire, il fait d'autres remarques. Vous voyez également le politique caché derrière. Bien sûr. Écoutez, si nous voulons que les choses aillent normalement, c'est des tests qui viennent d'arriver, les gens se conforment à cela. Ben, écoutez, soyez quand même assez large, n'est-ce pas, assez tolérant. Ce n'est pas le moment de vouloir montrer qu'on a une main de fer, mais une main de fer pour tous les partis. N'ayez pas de gants de velours pour certains partis. Qu'est-ce que vous faites dire qu'il y a eu de gants de velours pour d'autres? Puisque j'apprends, évidemment, je ne prends pas ça comme vérité d'évangile, mais je lis qu'il y a dans certains partis, il y a des inégalités. On viendra aussi là-dessus. Vous avez commencé par évoquer le quitus fiscal. Oui. Et c'est l'autre difficulté que les gens ont apparemment éprouvée dans la constitution des dossiers à déposer à la Commission électorale autonome. Le fameux quitus fiscal qui a fait que des gens sont restés au niveau du service des impôts juste tard dans la nuit, le dernier jour de clôture de dépôt des dossiers. Est-ce que ce n'est pas une réforme qu'il faut saluer et plutôt demander à ceux qui devaient des impôts, qui n'avaient pas cru payer leurs impôts, d'aller simplement se conformer et avoir le quitus, le fameux document est parti? Oui, moi je ne dis pas que le quitus fiscal est une mauvaise chose. Tout citoyen, n'est-ce pas, doit s'acquitter des obligations fiscales. Mais le problème n'est peut-être pas tout à fait là. Le problème, c'est que c'est un nouveau test. Les gens peut-être ne savaient pas avant. Vous savez, il n'y a pas de loi, on ne peut pas sanctionner s'il n'y a pas une loi qui existe précédemment. Nullum crimen nulla poena sine lege. Il faudrait qu'il y ait un test qui soit là antérieurement, qui soit promu antérieurement, avant de pouvoir dire, voilà, nous allons sanctionner, etc. Est-ce que ce quitus fiscal existait avant dans le parti? Peut-être pas, je ne sais pas. Encore une fois, je suis un homme politique. Dans l'ancien code, il était surtout exigé à ceux qui vont pour les élections présidentielles. C'est ça. Voilà. Alors, selon les spécialistes, on a ramené ça voilà, pour les législatives. Voilà, tout à fait. Alors, vous savez, lorsque vous promulguez des tests, il faut quand même respecter certains principes. C'est-à-dire
le fait d'avoir les tests à temps. On ne peut pas en cours de route, comme ça, faire des tests pour dire voilà. Lorsque vous les faites en cours de route, soit vous attendez les prochaines échéances pour pouvoir être aussi rigoureux, mais soit, lorsque vous... évidemment, c'est une très bonne chose, la quitus fiscale, les citoyens doivent payer leurs impôts. Mais là, il faut encore une fois de souplesse. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose comme ça et tout de suite, vous exigez, je ne sais pas combien de millions déjà. Faut-il autoriser alors des gens qui sont débiteurs Non, aller aux élections? C'est pas ce que je dis. En quoi consiste alors la flexibilité dont vous parlez? Non, vous savez, le quitus fiscal, les gens sont partis pour l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'intention de s'acquitter de leurs impôts ou de leurs taxes, tout ce que vous voulez. Alors, donc, cette volonté-là, il faut l'encourager. Il faut encourager cette volonté-là. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer les gens, les comportements et autres. Il ne faut pas les changer du jour au lendemain. Donc, il faudrait le temps pour que les gens intériorisent, n'est-ce pas, ces lois-là. Et tout de suite, on prend le marteau, on dit, bon, c'est bon, vous n'avez pas ceci, cela. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas un homme politique, je ne sais pas comment les choses se sont passées là-bas, mais ce que moi j'observe, c'est cette volonté d'aller... On doit leur prendre acte de la volonté d'aller... et d'élever le quitus à ceux qui n'ont même pas payé encore. Non, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas voulu payer. S'ils vont demander le futur... Les personnes qui n'ont pas payé leurs impôts depuis 3 ans et qui se retrouvent aujourd'hui avec leur volonté, vous voulez qu'on leur donne acte de cette volonté? Non, c'est pas cela. C'est qu'ils sont partis pour payer leurs impôts. Ça, c'est clair. Maintenant, sur le chemin, écoutez, essayez d'être un peu plus large, essayez d'être un peu plus tolérant. Prenez leurs impôts et puis ne cherchez pas midi à 14h. Essayez quand même de voir que cette volonté-là a commencé par germer. Alors, s'il faut parler d'impôts au Bénin, on passera toute la journée, demain, après-demain aussi, en parlant des impôts au Bénin. Alors, donc, c'est pour ça que je dis que nous avions eu des pratiques qui étaient peut-être pas orthodoxes. Maintenant, ces pratiques, je suis sûr que si vous fouillez tous ceux qui sont au gouvernement, laissez-moi parler, il y aura plein de gens qui n'auront peut-être pas se pas acquittés de leurs impôts. Ça, c'est clair. Non, nous connaissons le Bénin. On n'a pas les preuves. Ah on ne va pas croire qu'il y a des gens qui nous dirigent, qui font la promotion d'un comportement à avoir payé ses impôts, être un bon citoyen. Je ne veux pas croire. On ne veut pas croire qu'au gouvernement, il y a de mauvais citoyens. Je ne veux pas croire aussi que dans les partis politiques, il y a des mauvais citoyens. Si les dirigeants sont partis vers la Sénat, sont partis, en tout cas... vers les impôts pour pour quitter leurs impôts, je crois que il faut prendre acte de cela. Et ils doivent donner des impôts, ils doivent en donner, ça c'est clair. Vous savez, l'impôt, c'est là où on négocie, vous savez très bien cela. Le service des impôts, la direction des impôts, c'est la direction de négociation. Alors, il faut leur ouvrir la main pour qu'ils puissent négocier aussi. Je ne sais pas, je ne connais pas, en tout cas, encore une fois, je ne connais pas la réalité de ceux qui ont déposé leur quitus fiscal. Je ne connais pas ça de réalité, mais je pense qu'il faudrait, encore une fois, être tolérant, négocier avec certains pour pouvoir leur délivrer ce quitus fiscal. Et je suis sûr que de tous les côtés, il y a des gens à qui on a été beaucoup plus favorable, avec qui on a pu essayer d'être tolérant, de négocier, alors qu'avec d'autres, on ne l'a pas fait. Ça, j'en suis certain. Même si je n'ai pas les preuves là où je suis. Qu'est-ce qu'ils font dans votre certitude? Pardon? Qu'est-ce qu'ils font dans votre certitude si vous dites Non, je connais les comportements des Béninois, des citoyens béninois face à l'impôt. On peut vous dire les Béninois d'hier et qu'il y a d'autres qui sont là aujourd'hui. Oui, justement, on veut les éduquer. On a des ruptures. Voilà, on veut les éduquer, j'espère, dans un sens donné. Alors donc, donne-nous les moyens pour le faire. Et encore une fois, négocions avec eux. L'impôt, c'est la négociation. Je sais qu'il y a des gens qui doivent des milliards d'impôts aujourd'hui et qui ne payent pas. Il faudrait négocier avec les partis politiques pour pouvoir leur permettre, en tout cas, d'avoir ce quitus fiscal pour aller aux élections, pour que les principes que nous avons dans un pays démocratique soient respectés de part et d'autre. Venons-en à ce qui est de plus en plus relayé dans la presse, les réseaux sociaux et autres. Ces partis qui ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale autonome et qu'on retrouve avec des noms sur plusieurs listes. Est-ce que cela, a priori, peut être un motif de rejet? Bien sûr, comme vous le dites, c'est clair qu'on ne peut pas accepter. Puisque les tests disent non, on ne peut pas être sur plusieurs listes. Alors, on ne voit pas ces tests-là
Hein, on voit d'autres tests, on est plus rigoureux. Non, Voilà. la Sénat ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Il faut le Ouais, mais préciser. il faut qu'elle se prononce là-dessus. se Elle a été prononcera rapide, elle a été rapide pour les autres. Au bout des 8 jours, la loi lui donne 8 jours Oui, pour étudier je les crois que dossiers. je crois que les 8 jours sont passés depuis. Non, les 8 jours arriveront à terme le mercredi prochain Bon, pour l'étude des d'accord. dossiers. Ok, très bien. Donc, on attend pour voir. On Donc- attend pour voir. Puisqu'on le sait maintenant, je crois que la Sénat fera l'effort d'extirper, n'est-ce pas, des rangs les mauvais citoyens qui sont dans tel parti. Et même le ministre de l'Intérieur. Il faudrait que la Sénat ait justement ce courage-là. C'est pas parce que le ministre de l'Intérieur qu'il doit être jugé parti. Non, il faudrait l'extirper aussi du bureau politique, je ne sais pas où, de quel parti, républicain, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, ou l'autre là, comment... Vous voulez parler des progressistes? Les progressistes. Ça voilà. pourrait paraître péjoratif, ce que vous dites. Non, pas du tout. Je suis citoyen, je ne suis dans aucun parti. Vous les je vous l'ai dit. banalisez, Je vous suis n'arrivez dans même aucun pas à parti. retenir leur nom, Non, vous je dites suis l'autre pas- là. Je ne suis et pas puis obligé. tout ça, là. Je ne suis pas obligé. Hein. Rien ne m'oblige à retenir les noms des partis politiques du Bénin. Il y en a tellement que... j'ai tellement de choses à retenir aussi que je peux me passer de ces noms-là. Mais il y en a d'autres que vous retenez. Même pas. Même pas. Professeur Bago, oui, on doit les extirper, dites-vous. Oui. Mais déjà, il se dit également qu'il y a la jurisprudence, si je peux me prononcer ainsi, en la matière où, par le passé, on a vu des gens se retrouver sur plusieurs listes et qu'ils ont simplement été, les partis ont été simplement invités à faire le remplacement parce que ce n'est pas de leur propre chef Oui, c'est qu'ils cela. sont dans cette situation. Oui, c'est ça qu'on Et qu'on dit. devrait les appeler justement pour une modification sans toutefois être obligé de faire de ça un motif de rejet de leur dossier. Est-ce que ce n'est pas Non, j'ai dû, dit- vous qui parlez de tolérance, de largesse Oui. sur certains sujets, de dire subitement sur celui-là qu'il faut rejeter, il faut sortir les listes, il faut sortir les mauvais citoyens et tout le reste? Bon, de toute façon, comme vous voulez, prenez ça comme vous voulez, mais ce que j'ai dit extirper. Que ce soit les partis qui les extirpent, que ce soit la Sénat qui les extirpe. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas sur plusieurs listes à la fois. Et d'autres disent Pour que respecter. la loi demande à ce que la Sénat l'a rappelé, qu'une fois les dossiers déposés au siège de l'institution, C'est vrai. il n'y a plus C'est possibilité de modification. C'est vrai. Est-ce qu'en permettant à ces partis d'aller à la Sénat pour faire des substitutions parce que quelqu'un s'est retrouvé sur plus de listes ou je ne sais combien à la fois, est-ce qu'on n'enfreint pas Vous avez parfaitement raison. disposition? Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est pourquoi que la loi aussi, il faudrait retoiletter un peu cette loi-là, parce que il y a des pratiques que nous avons, il y a des comportements que nous avons, et bon, on les retrouve. Il ne faudrait pas, comme ça, je dirais, annuler les listes ou bien aller en condamnation à cause de cela. Je crois que effectivement vous avez raison. Il faut être un peu souple dans ces cas-là et revoir un peu la loi, corriger la loi là où on semble que là où les principes en tout cas ne sont pas respectés, il faudrait que la loi, n'est-ce pas, se conforme à ces principes-là. Ce n'est pas seulement les partis politiques qui doivent se conformer à la loi, mais il faut que la loi aussi se conforme aux principes constitutionnels, aux principes, en tout cas, dans le préambule de la Constitution. La loi doit le faire. Et la Cour constitutionnelle, en principe, est là pour cela. Et donc, voilà, si elle ne fait pas son travail, il faudrait peut-être que le législateur, j'espère que ceux qui vont revenir prochainement seront assez intelligents, n'est-ce pas, pour reprendre, n'est-ce pas, ces dispositions qui coincent, qui font que nous n'arrivons pas à aller, n'est-ce pas, vers des élections normales. Depuis 60, nous avons toujours fait des élections législatives dans ce pays. Je ne crois pas que nous ayons ces problèmes-là à ce point. Donc, si la loi coince sur certains aspects, il faudrait que le législateur, n'est-ce pas, revoie ces lois-là. Pourquoi pas? Retoilette ces lois-là. Parce que vous savez, moi, ce qui m'a... Je vous avoue que les codes électoraux au Bénin, j'en lis très peu. Parce que ça change tellement. Ça change. Alors que le code pénal, par exemple. C'est une faiblesse de chercher Bien sûr, à changer le code électoral je crois. à la veille de presque chaque élection. Oui, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, vous savez, si vous ne m'aviez pas invité, je n'aurais même pas lu le code électoral ce dernier, celui de 2018. Je l'ai acheté, c'est vrai, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai tellement de choses à lire que je me dis, mais c'est quoi ces histoires-là qu'on change tout le temps? En étant homme de droit quand même, on pourrait s'attendre à ce que vous lisez le code électoral pour voir si ce qui est fait est en conformité avec la loi qu'est le code. Vous savez, je vais vous dire, il y a les publicistes, le droit pénal, il y a le public, le droit pénal, l'histoire du droit, il y a plein de choses à lire. Et donc, ces codes électoraux qui changent au gré
des hommes politiques au gré de leur volonté. Mais je crois que c'est un peu trop. Changeons le code pénal, par exemple. Lui, depuis la colonisation, c'est maintenant qu'on est en train de... Et encore. Là, oui, les choses plus intéressantes, changeons-les. Trouvons, n'est-ce pas, à les changer. Et non, chaque fois, on est sur le code électoral, après, ça revient. Bon, écoutez, le législateur n'a qu'à essayer de nous mettre un code électoral qui puisse quand même durer aussi longtemps que la Constitution. On serait content. On ne va pas se battre tout le temps, perdre nos énergies sur chaque code électoral et revenir sur la charte des partis, revenir sur ceci, sur cela. Non, écoutez, c'est un peu trop. La politique prend trop d'espace dans l'univers, je dirais, judiciaire, juridique, institutionnel du Bénin. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Il faudrait, je crois bien, s'occuper des choses beaucoup plus importantes pour le développement de notre nation. La politique seule, et quelle politique, encore une politique politicienne, vous savez là où ça mène. La preuve, c'est que nous sommes dans une crise aujourd'hui. Si on change des codes électoraux pour entrer dans des crises, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si c'est changer des codes électoraux pour se maintenir au pouvoir, pour amener ses amis au pouvoir, etc., à quoi ça sert de les lire? Moi, je n'en lis jamais. C'est votre invitation, je vous dis la vérité, qui a fait que je me suis dit, bon, lisons le code. Et malheureusement, hier encore, j'avais une soutenance de thèse, donc je n'ai pas eu le temps d'approfondir ma lecture. Mais je suis devant vous pour vous dire ce que je pense de notre code électoral. Faut vous demander, professeur Gbagbo, qu'on puisse s'asseoir, que le législateur puisse revoir les textes qui posent problème aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des dispositions communautaires qui nous imposent qu'à 6 mois d'échéance électorale, qu'on ne retouche pas. Donc si on doit se retrouver aujourd'hui, si on doit rabattre les cartes, que fait-on de la fin de la législature en cours? Parce que mi-mai, on doit en avoir une autre. Est-ce qu'on arrête le mandat? Est-ce qu'on proroge? Jusqu'à quand on va proroger le délai pour pouvoir dire que nous sommes maintenant prêts pour aller aux élections législatives? Est-ce qu'il faut poursuivre le principe dans ce cas et dire, bon, prolongeons les choses? Nous avons un cours constitutionnel qui a pour tâche, pour mission, n'est-ce pas, ce que vous dites là. De réguler, entre autres, le fonctionnement des institutions. Oui, etc. Nous avons tout cela. Donc moi, je ne sais pas ce que je viens faire dans cette histoire-là. Tout ce que je sais, moi, je suis un professeur de droit, et puis je ne suis pas un professeur de droit électoral, de droit public, mais enfin, je dis mon opinion sur ces choses-là en tant que citoyen. Et en tant que citoyen, je trouve que c'est un peu trop. Il faut s'occuper des choses beaucoup plus sérieuses, des choses du développement, des choses qui vont permettre, n'est-ce pas, au Bénin de sortir la tête de l'eau, et non les choses qui nous enfoncent encore la tête dans l'eau. Voilà, cher ami, c'est ce que je pense. Cette émission, elle est interactive aussi, professeur Barnabé Georges Gbagbo. Oui. Nous vous recevons donc pour avoir votre avis sur ce qui est fait, ce qui s'enregistre, ce qui apparaît comme un bras de fer entre institutions et hommes politiques depuis peu. Vous avez parlé de crise, on vous dira que c'est vous qui voyez qu'il y a crise, qu'il n'y a pas encore crise. Ce qui est sûr, il y a eu des événements ces derniers jours qui ont fait savoir le mécontentement des populations dans cette situation que nous vivons. Nous allons commencer par prendre les auditeurs avec l'aide de Mohamed Liamidi qui est à la mise en onde ce dimanche. Au 64 44 02 44, au 66 75 72 72, vous êtes attendu. Le tout premier, bonjour. Bonjour, Saturnin, Jean Coton. Oui, Jean Coton, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Gbagbo. Oui, bonjour, monsieur Saturnin. Monsieur Coton. C'est la deuxième fois que je vous vois sur ce plateau. Et ça me fait plaisir. Merci pour toutes vos clarifications. Je voudrais simplement demander, comme il y a Hervé Bazin qui me fait lire ceci. Quand la loi redevient celle de la jungle, c'est un honneur d'être déclaré hors la loi. Fin de citation. Quand la loi redevient celle de la jungle, c'est un honneur d'être déclaré hors la loi. Ceux qui ont leur nom, qui se trouvent à plusieurs endroits, plusieurs listes sur leur dossier, il n'y a rien à faire, ceux-là doivent déclarer, ces dossiers doivent être déclarés, doivent être invalidés normalement. Mais quand je vous entends dire qu'il faut avoir de la souplesse dans la lecture des lois, dans l'application des lois, ça me gêne quelque part un peu. Voilà toute ma préoccupation, sinon je n'ai pas
outre mesure de préoccupation en dehors de celle-là. Je vous remercie. Merci à Jean Coton. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72 pour intervenir dans cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, merci Janson, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon. Vous allez devoir revoir votre position parce que là, ça flotte, s'il vous plaît. Oui, allô. Oui, je suis Daniel Agbanon. Daniel Agbanou, dites-vous? Oui, Monsieur Agbanou, nous vous écoutons. merci. Je salue tout d'abord votre invité. J'ai une petite question. Ce qui s'est passé dans le cas des mouvements Daniel Agbanou, nous ne vous entendons malheureusement pas bien. Allez-y posément et changez votre position toujours pour nous permettre de bien vous entendre, s'il vous plaît. Nous passons à un autre auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 64 44 02 44 66 75 72 72. C'est par ces deux numéros que vous avez la possibilité de soumettre à notre invité vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Zakari Egouleti. Monsieur Egouleti Bakari. Oui, monsieur Zakari Egouleti. Zakari plutôt. Oui. Vous avez l'antenne. Monsieur l'invité. Aujourd'hui, on vous remercie pour votre brillant exposé. Ma première question, de l'incompétence des tribunaux. Voilà une chambre qui a été instruite par la loi pour écouter en cas de litige. On a écouté les gens et on s'est déclaré incompétent. N'est-ce pas là une parodie de justice? Première question. Deuxième question, monsieur l'invité. Lorsque, manifestement, nous, dans l'esprit de la loi, on a créé la Sénat, c'était pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, en 2016, le président de la République s'est levé pour demander à ce que les portables soient interdits dans les bureaux de vote. Et la Sénat a objecté et a dit non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse totale. Aujourd'hui, il est question de réhabiliter la Sénat et la Cour constitutionnelle. Je dis bien réhabiliter. Comment puissions-nous faire réellement? Parce que si nous ne nous mettons pas dans une dynamique d'anticipation, les élections les résultats des élections seront donnés et ce sera le chaos. Comment puissions-nous faire pour réhabiliter la Sénat et la Cour constitutionnelle? Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Egouleti. Nous recevons un autre auditeur après vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, vous êtes déjà en direct. Ok. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Quand vous avez au téléphone, monsieur Blaise Dansouatak. Blaise Dansouatak. J'appelle depuis Touba. Depuis Toba. Dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, dans la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur Vigile, je vous remercie beaucoup pour avoir invité le professeur émérite, monsieur Bago, et que tout le monde connaît à la Palestine de par ses compétences à travers l'histoire du droit. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Atakou. Je suis très content de vous avoir eu ce matin sur ce plateau et les éditeurs aussi. Je ne pense pas qu'ils diront le contraire. Ma première préoccupation, monsieur le professeur, nous sommes en train de constater aujourd'hui que le soleil est mouillé et il y a violation ainsi du droit d'opinion consacré par l'article 23 de la Constitution et en même temps le droit d'être informé et à l'information. Quand les auditeurs vont décider à essayer en justice les institutions qui ont en charge de nous fournir cette information, de nous laisser libre notre droit de jouir, notre droit d'opinion, quelle juridiction au plan interne et à l'international nous pouvons saisir? Deuxième préoccupation, nous avons le principe de séparation de pouvoir
qui est à valeur constitutionnelle. Le général de Gaulle déclare ceci, je cite, une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Par rapport à l'actualité, la juge constitutionnelle qui est derrière votre collègue, le professeur, vient de semer un grave trouble dans les esprits en ajoutant au code électoral une fameuse pièce qui est le certificat de conformité. Ne voyez-vous pas, monsieur le professeur, une violation flagrante du principe de séparation de pouvoir? C'est ma première question. Deuxième question. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre collègue puisse revoir sa position, parce que nous sommes en train de constater qu'il est en train de déshonorer le métier du professeur à la famille. Non, s'il vous plaît, on va pas dire qu'il déshonore. Hein. Chacun, on dira que la loi, le droit, c'est une science d'interprétation de loi. On ne va pas partir de vous, votre opinion, pour dire que quelqu'un déshonore. Merci. Merci. Quand le professeur dit qu'on va faire la politique de rue de Rhin. Monsieur Atakon, il ne le disait pas en tant que président de la Cour constitutionnelle, il le disait en tant que politique, en tant que membre du gouvernement. Il a encore l'idéologie dans son esprit. On vous aura compris, Blaise Atakon, on aura pris vos préoccupations. Bon, la première, sur les FM Bouillé, je ne vois pas le rapport avec le sujet abordé aujourd'hui. Nous continuons de prendre des auditeurs au 66 75 72 72 ou au 64 44 02 44. Quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Le 5e auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Pas bien installé celui-là. 64 44 02 44. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour. Toussaint Wané Idou. Monsieur Toussaint Wané Idou. Oui. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Wané Idou. Oui, j'ai 3 questions pour vous ce matin. La première, si un professeur de mathématiques dans une classe demande à ses élèves comme interrogation écrite 2 fois 2, normalement la réponse devrait être 4. Et que certains élèves ont trouvé effectivement les 4 et d'autres ont mis 3. Ceux qui ont trouvé 4, et le professeur les a donné 20, et ceux qui ont trouvé autre chiffre que 4, le professeur les a donné 0. Ce professeur a-t-il tort de donner 20 et de donner 0? Deuxième question. Vous venez de dire tout à l'heure qu'on doit avoir la flexibilité dans l'exécution d'une loi votée à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, le journaliste, pour vous présenter, vous êtes un professeur de droit. Mais cette émission est une émission hautement écoutée par tout le monde. Vos étudiants que vous tenez dans nos universités vous écoutent. Demain, quel serait le comportement de vos étudiants en face quand vous serez dans l'amphi? Ma troisième question, je voudrais vous demander, vous appartenez à quel parti politique? Toussaint Wané Idou, excellent journée de travail à vous. Merci à vous, monsieur Wané Idou. Il est parti cet auditeur. Nous allons rattraper un autre. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Gabriel Kato Atita. Monsieur Kato Atita, bienvenue à vous. Je salue le professeur et je l'admire par rapport à ce qu'il a dit en ce qui concerne la flexibilité malgré l'existence des tests. Nous nous rappelons tous qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir adopté une position très rigide, Laurent Gbagbo en récolte aujourd'hui les frais. Et comme le Bénin ne veut pas en arriver là, j'apprécie beaucoup les dires du professeur, à savoir souplesse, flexibilité, et puis transition. Le professeur a dit tout à l'heure que les lois viennent d'être adoptées. Mais pourquoi on pousse? La flexibilité doit d'abord commencer par le ministère de l'Intérieur, jusqu'aux différentes structures en charge de nos élections législatives. C'est un souhait
c'est un vœu. Je supplierai Monsieur le Président de la République et les autres pour qu'ils se l'approprient. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas eu de préoccupation particulière si ce n'est votre avis que vous avez donné par rapport à des interventions du professeur. Notre auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est de la part de Kenoume Erika. Erika Kenoume, Oui, j'appelle depuis Révier. depuis Crévier. Oui. Monsieur Kenoume, vous avez l'antenne. Oui, je aussi salue le professeur Bagou. C'est à propos de l'émission. J'aimerais dire au professeur que à chaque fois qu'il intervient sur les ondes, il nous éclaircit des zones d'ombre. On aime beaucoup on arrive sur les ondes sur nous. À propos du code électoral et l'élection et le truc de l'opposition, on aimerait que le chef de l'État voit encore les dispositions qu'ils ont prises à bas vite. Parce qu'ils n'ont plus de conformité, certificat de conformité ou quoi là, qui est survenu le 1er février par la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, sachant que dans la loi, comment on appelle, du code électoral, il n'y avait pas telle disposition et justement, telle disposition est rentrée et que ça fait l'embiler les choses et que l'opposition a difficulté d'être là et on dit que les élections se passeront sans l'opposition ou avec l'opposition. J'aimerais que le chef de l'État, après que la CEDEAO soit venue et qu'il voit comment l'opposition peut rentrer et qu'après, il pourra régler le reste de la suite des trucs là, des dossiers. Eric Kenoume, pas de questions donc venant de votre part. Des observations toujours. Oui. Merci. On continue au téléphone. On va se donner quelques 3 minutes encore pour recevoir les auditeurs. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur Sassounet Diassou. Oui, bonjour. Eric Dosso depuis Porto-Novo. Eric Dosso. Oui. Je salue d'abord votre invité. Allô? Oui, il vous répond, professeur. Oui, Bon, je voudrais lui Dosso. poser certaines questions. Est-ce que ce qui nous arrive maintenant n'est pas la conséquence de notre mauvaise appréciation de la démocratie que nous avons amorcée en 1990? J'ai vu une vidéo sur WhatsApp d'un pasteur congolais qui a fait une prédiction sur le Bénin. Après avoir prédit un mauvais sort pour le Togo, il a dit qu'en début de cette année 2019, il y aura un tollé jamais vu au Bénin. Jamais vu depuis l'avènement de la démocratie au Bénin. Ne voyez-vous pas là les prémices de... Vous voulez que le professeur confirme les prédictions d'un pasteur que vous avez suivi par WhatsApp? Je crois qu'il n'est pas là pour essayer pour être devant. Hein. Oui, il y a notre auditeur, M. Alton, en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Diassou. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Dieudonné Rontienu de Podi à Debado. Dieudonné Rontienu. Oui. Il va falloir que vous parliez un peu plus fort. D'accord. Dieudonné Rontienu de Podi à Debado. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Rontienu. J'ai deux questions pour vous. La première, dites-nous, nous apprenons à petit coup sur les réseaux que des dossiers déposés et qu'il y a des candidats qui se retrouveraient sur deux listes. Mais nous savons que chez nous au Bénin, ce sont les rumeurs qui se confirment finalement comme en réalité. Si ça veut que des noms se retrouveraient, des candidats se retrouveraient sur deux listes à la fois déposés à la Sénat, que pourrait-il se passer dans le même cas où on interdit à certains partis politiques de l'opposition de faire leur dépôt? La deuxième question, qu'est-ce qui peut se passer au cas où nous aurons un autre président de la Cour constitutionnelle qui pense que des lois qui votent, votées aujourd'hui, ou bien il y a notre président qui est resté là, on a voté des lois, et nous maintenant revient maintenant, lui aussi en train de voter ces lois, ou bien lui prend des décisions.
Si par exemple il y a un autre président de la Cour constitutionnelle qui venait pour rejeter certaines lois votées par ou certaines lois acceptées par la Cour constitutionnelle actuelle, que pourrait-il se passer? Ou bien si la par exemple qui a été condamné ou bien quoi que ce soit là. Si par exemple un autre président venait à la Cour et rejetait ces lois votées là, que pourrait-il se passer? Ou bien que feront ces gens-là? Merci, on demande à vous. Merci à vous. On va prendre un tout dernier auditeur pour ce matin. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Pas bien installé, nous allons revenir en studio. Professeur, vous avez écouté les interventions. Certains ont juste fait des observations. Jean Cotton parlait de gêne, de vous entendre parler de flexibilité en ce qui concerne les lois. En tout cas, les partis qui ont déposé le dossier à la Sénat, on a retrouvé plusieurs noms, des noms sur plusieurs listes. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Dossou. Oui, je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Et ma foi, il y a une diversité dans les questions, dans les remarques. Et c'est à l'honneur de Radio Soleil, de Soleil FM. Je commence par la flexibilité. Vous savez, il y a un très grand juriste français de droit privé dont le titre de l'ouvrage s'appelle « Flexible droit ». Et justement, il conviait les juristes, c'est Carbonnier d'ailleurs, Jean Carbonnier, le plus grand juriste français cette dernière génération, et qui nous expliquait que le droit, n'est-ce pas, tout droit doit avoir sa flexibilité. C'est vrai que le droit, quand on entend droit, quelque chose qui est droit, c'est la règle. On n'a pas de règle flexible. Mais il y a des circonstances dans lesquelles le droit doit être flexible. Flexible jusqu'à quel niveau? Voilà, pour éviter, jusqu'à quelle hauteur? Pour éviter ce qui se passe à je ne sais où, la Tchaourou, etc. etc. Il faut éviter cela. Et tout mettre en œuvre pour éviter cela. Ça me rappelle toujours les mots du cardinal, de Monseigneur D'Issoza. La paix et la paix. Est-ce pour autant que dès qu'il y a un mouvement dans la rue, il faut être flexible sur le droit? Non, ce n'est pas cela. Vous voyez de quoi il s'agit. Sinon, vous ne m'aurez pas invité ici. C'est parce qu'effectivement, l'heure est grave. Nous avons quelques jours, encore une fois, pour savoir si le pays va basculer, oui ou non. Et je remercie aussi Kato Atita, qui a donné l'exemple de Gbagbo en Côte d'Ivoire, et ce que ça a donné. Il faudrait appliquer le droit avec intelligence. J'insiste là-dessus. Montesquieu, l'esprit des lois. Périsse l'État plutôt que périsse un principe. C'est très fort ce qu'ils disent. L'État, c'est vraiment la loi, c'est la rectitude. Mais on dit, mais les principes sont beaucoup plus importants que cela. Il ne faut pas que nos principes périssent. On préfère voir l'État périr, on préfère voir l'État périr que de voir. Alors, donc, c'est cela qui est à la base, justement, de ce droit flexible. Flexible droit. Jean Carbonnier. J'invite tous ceux qui font du droit à aller lire justement cet ouvrage-là. Ceux qui le disent, ils ont une certaine expérience, ils sont pratiques, etc. Donc, lorsque je parle de souplesse de l'application des lois, je le dis, même en matière fiscale, je le dis toujours tout à l'heure. Quelqu'un vous demandait par ailleurs, vos étudiants en vous écoutant, qu'est-ce qu'ils vont penser une fois devant vous quand je parle de Jean Carbonnier, alors à plus forte raison, moi. Jean Carbonnier est beaucoup plus grand que moi. C'est la sommité du droit. Et je pense que je n'aurais rien dit de mal que mes étudiants qui ont peut-être pensé que le droit, c'est taper. Non. Tout ça, nous faisons le rapprochement avec les sciences, avec les mathématiques en disant 2 plus 2 font, sinon 2 fois 2 font 4. Oui. Et puis quelqu'un met 3. Oui. Le professeur aurait-il raison de donner 20 à certains et 0 à ceux qui auraient donné 3 comme réponse? Mais apparemment, je ne suis pas mathématicien. Je suis juriste. Ça dit que le droit n'est pas mathématique. On peut le voir, on peut voir le droit de toute manière, mais moi je crois que le droit n'a pas cette rigidité des mathématiques. Le droit, c'est fait pour les hommes, encore une fois, et non les hommes pour le droit. Alors, bon, 2 plus 2 fois 2, bon, tout le monde dit 4, mais peut-être des gens vont expliquer pourquoi certains disent 3. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans cette considération. À quel parti politique appartenez-vous? À aucun. Je l'ai dit, je le répète chaque fois, que je ne suis affilié à aucun parti politique. Pourtant, il faudra que vous votiez pour un. Je peux être sympathisant. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Lorsque j'étais étudiant, j'ai beaucoup milité dans le Parti communiste du Bénin, du Dahomey d'alors. On a beaucoup milité, etc. Donc, c'est le seul parti
Je ne dirais pas que je fais partie, non, pas du tout. Ça, c'est quand j'étais étudiant. Hein, mais ça m'inspire toujours respect. Ils m'inspirent toujours respect, ces gens-là, parce que l'intérêt général est beaucoup plus prégnant chez eux que chez tous les autres partis que je vois. Donc, mais je ne suis dans aucun parti. Qui se rassure très bien, ce monsieur qui a posé la question, je ne suis dans aucun parti politique. Ça peut venir, hein, je ne sais pas, peut-être qu'à la retraite, je ne suis plus très loin de ma retraite. À la retraite, je vais m'amuser peut-être dans un parti politique, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je ne suis dans aucun parti politique. Je préfère être un observateur, un citoyen libre, n'est-ce pas, qui n'est pris par personne, qui ne soit pris par personne. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Incompétence des tribunaux, allusion faite à la Cour suprême récemment, qui, dans la charte des partis politiques, notamment dans les dispositions transitoires, est désignée pour arbitrer. C'est vrai que, bon, moi, parfois, vous savez, les tests disent la juridiction compétente, tout simplement. Bon. Si je dois vous lire, vous rappelez ça, parce que vous avez dit que vous n'avez pas trop lu le code électoral. En cas de non-respect, là, je vous lis l'article 57 de la charte des partis politiques qui dit qu'en cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques peuvent saisir la Chambre administrative de la Cour suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d'urgence. Une Cour qui a été saisie par certains partis qui s'est déclarée incompétente à la fin, après avoir écouté. Malheureusement, moi, c'est vrai que j'ai déploré cela moi aussi. Mais bon, je ne sais pas, je n'ai pas le test, je n'ai pas la décision sous la main, donc c'est difficile. Pour voir les motivations. Oui, c'est difficile de dire pourquoi ils ont déclaré leur incompétence. Vous savez, avec ce qui se passe maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent incompétents. Hein, on refile ça aux autres, traiter ça là-bas. Ça devient une patate chaude dont il faut se débarrasser, c'est ça? Mais je me demande aussi si ce n'est pas parce que nous avons changé les règles des tribunaux administratifs et peut-être qu'ils pensent qu'ils ne sont plus compétents pour cela. Il faut aller voir les autres tribunaux. Parce que parfois, je lis les tribunaux administratifs de première instance. J'ai lu ça dans certains tests. Alors, donc, il faudrait aussi que les lois s'harmonisent aussi. De quelle juridiction il faut saisir? Est-ce le tribunal administratif de première instance? Est-ce toujours, comme nous le faisions avant, la chambre administrative de la Cour suprême? Nous sommes à un moment donné où il faudrait que les tests soient clairs. Peut-être que c'est cette clarification qui a manqué au test. Alors, je ne sais pas, je dis peut-être, parce que, encore une fois, je n'ai pas lu les motivations. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils se disent incompétents parce qu'il y a déjà des tribunaux administratifs qui s'occupent de cela. Ce n'est pas eux qui vont s'occuper de tout le fardeau administratif au Bénin. Bon, ça viendra à leur niveau quand ça viendra. L'article les indique énormément. Oui, je sais, mais est-ce que d'autres articles aussi parlent de oui, l'article 21 surtout, quand on reste au niveau de la même charte qui désigne la chambre administrative du tribunal d'instance. Oui, voilà. Donc je me dis, bon... tribunal compétent pour statuer aussi en procédure d'urgence. Voilà. Donc, bon, c'est cela. Il faut que le législateur béninois soit sérieux aussi. Il ne faudrait pas nous donner des tests à la va-vite, sans débat, sans rien du tout, sans appeler peut-être les experts pour quand même qu'ils leur disent, mais non, écoutez, rectifiez. C'est comme notre fameuse criette, par exemple. C'est des tests qui sont pris, mais vraiment à la va-vite, et puis bon, sans conseil, sans rien du tout. Non, il faut que ça cesse. J'espère que la 8e législature mettra fin à cela. Il n'y aura pas que des hommes de droit à l'Assemblée nationale. Je sais, mais vous recommandez qu'ils s'entourent des lumières qui pourraient les éclairer. Il faut qu'ils nous appellent quand même pour dire, voilà, pour qu'on les aide à lire les tests, pour mettre en conformité aussi les tests. Parce que ce n'est pas seulement les partis qui vont mettre en conformité. Il faut que les tests aussi soient mis en conformité. Quand on sait que ces tests, après avoir été votés par l'Assemblée nationale, ne prennent pas la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas un niveau qui permettrait à ce qu'on limite les dégâts, qu'on corrige les irrégularités, les incongruités que contiendraient ces lois? Oui, vous savez, bon, il y a quelqu'un qui a parlé de tout ça. Bon, enfin, même 2 personnes qui en ont parlé. Oui, c'est vrai que la Cour constitutionnelle actuelle, il y a beaucoup de choses à dire et à redire et à redire. Et ce n'est pas normal, encore une fois, que cette Cour soit composée de la manière dont elle est composée. On pourrait peut-être avoir mieux. Et surtout, moi je le dis, l'intelligence. Le Bénin a toujours été taxé des quartiers latins. Alors pourquoi ce qui se passe pourquoi nous avons, disons, des aides de compétences à tous les niveaux? C'est triste quand même que
cela arrive. Et malheureusement, mon collègue qui est là-bas, il est là-bas. Donc il faut qu'il travaille, puis on verra. Il reste votre collègue? Oui, il est toujours mon collègue quand il reviendra. J'espère qu'on va se retrouver. Je ne serai pas à la retraite à ce moment-là. J'espère qu'on se retrouvera toujours à la fac et on continuera toujours. Vous pouvez lui souhaiter, pourquoi pas, qu'il soit reconduit à la tête pour un autre mandat. Ça dépend. Pourquoi pas, mais si ça doit amener le Bénin là où ça l'amène, je crois qu'il vaut mieux trouver mieux, quoi. Voilà. C'est mon opinion, c'est mon avis. Ça n'enlève rien l'amitié que j'ai pour lui. Quelqu'un parle de la Sénat qui, entre-temps, avait parlé de non à l'utilisation du portable. Encore qu'il faut préciser que ce n'était pas une décision de la Sénat. Oui. On donnait des avis et que la Sénat avait dit non. La Sénat également qui avait nuancé sa déclaration en disant bon, on n'utilise pas le portable dans l'isoloir, mais dans le centre de vote, on ne serait interdit. Et ça dit que, comme pour insinuer que la Sénat pouvait dire non à la décision de la Cour constitutionnelle de faire associer un certificat de conformité. Non, bon, la Sénat ne pourra pas dire non, mais la Sénat peut quand même, je dirais, s'accrocher, n'est-ce pas, au terme, puisque nous avons l'habitude de nous accrocher au terme de la loi. La Sénat peut s'accrocher cette fois-ci même au test de la loi et l'appliquer tel que le test existe. La Sénat, a une mission beaucoup plus, je dirais, centrée sur les élections, le suivi, le financement public des partis politiques, etc., etc. Et c'est cela. Donc, elle a quand même sa compétence, qui n'est pas des moindres. Et je crois que les articles 14, 15, 16, etc., 17 de la loi électorale, le dit clairement, donne justement les canevas dans lesquels la Sénat devra effectivement rester. Et puis bon, qu'est-ce qu'il faut dire encore des questions qui sont posées? Il y a certains, oui, vous avez déjà apporté de réponses par rapport à ça. Quand on parle d'un nom sur plusieurs listes, vous aviez déjà répondu à ça. Ce qui adviendra si un autre président de la Cour constitutionnelle remettait en cause les lois déjà votées, parce qu'on en a connu avec cette Cour déjà, si le coup arrive. Oui, bon, vous savez... On dira revirement. Oui, pourquoi pas. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit fait dans l'intérêt des citoyens béninois. Quand c'est fait dans l'intérêt des princes du moment, c'est vilain. C'est vilain parce que nous avons connu quand même à la Cour constitutionnelle des présidents, des présidentes, les deux premières femmes, je crois qu'elles ont été, même cette Cour constitutionnelle-là, avec le professeur Aranzo, nous avons eu quand même des choses très très intéressantes. Et on prie pour que ça soit aussi la même chose la prochaine fois. Maintenant, la prochaine fois, si le prochain président agit dans l'intérêt des Béninois, agit dans l'intérêt national, l'intérêt général, je crois que c'est ce que nous allons applaudir. Mais quand on voit clairement que ces tests, on interprète ça dans le sens du prince du moment, alors je crois qu'il faut arrêter. Nous avons 1 minute pour conclure cette émission, professeur Gbagbo. Oui, disons que, et comme je l'ai dit, les codes électoraux en République populaire, en République du Bénin, ces codes électoraux, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter et s'occuper d'autres codes qui sont en chantier ou bien qui doivent être mis en chantier, que de faire la politique tout le temps. Pourtant, on voulait changer la constitution du Bénin, on veut changer ceci, on veut changer cela. Pourquoi? Dans l'intérêt du prince. Il ne faudrait plus que cela arrive. Nous avions eu la chance d'avoir des députés de la cité législative qui se sont opposés à ces changements-là, de la Constitution et autres. Je crois, j'espère que la 8e législature également trouvera des députés assez, je dirais, qui aient assez le courage, n'est-ce pas, de ceux de la 7e, de ceux-là qui ont pu se résister justement à ces changements intempestifs qui ne servent pas l'intérêt du Bénin. C'est l'intérêt du Bénin que nous devons avoir devant nous. Les hommes politiques doivent penser d'abord à cela, l'intérêt de notre pays. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Et pourquoi chez nous, en Afrique et chez nous, on ne voit pas que l'intérêt, on voit que l'intérêt d'une classe politique donnée. Alors, merci. Professeur Gbagbo Barnabé Georges, vous êtes professeur de droit, vous êtes avocat praticien, vous avez été douanier de la FADESP.
répondiez à nos questions. Si moi, je devrais vous résumer en une phrase, je dirais la loi, oui, mais l'esprit de la loi. Merci.